Quelques pensées pour nous accompagner dans la méditation. Au départ, c'est toujours bien de prendre le temps de transmettre à son corps un signal à travers lequel on établit un moment libre de tension, confortable. Et sentir que le corps s'emplit d'une énergie apaisante. Être dans une posture confortable, mais en même temps qui nous permet de rester alerte. De bien respirer. De respirer profondément. Et la respiration fait partie de la méditation. Comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, on active une énergie non physique à travers le corps. Et quand le corps se libère des tensions, j'arrive à concentrer toute mon attention sur mes pensées. Diriger mes pensées. Écouter mes pensées. Et apprécier mes pensées. Comme si mes pensées traçaient le chemin. Les pensées me guident. Et je choisis mes pensées. Je concentre toute mon énergie au centre du front. Là où siège l'énergie de la conscience. L'énergie vivante. Et je reprends contact avec cette énergie de paix qui est au cœur de mon être. Une paix naturelle. Une paix qui ralentit le rythme de mes pensées. J'arrive à penser lentement, profondément. Et je me dis que cette paix est en moi. Et parfois cette paix, je ne la ressens pas. Elle est effacée par toutes les agitations extérieures.
les pensées, les émotions, les incidents de la vie. Mais si je prends le temps de m'arrêter, d'écouter le silence, de ralentir mes pensées, de simplifier mes pensées, et de penser que la paix est simplement une énergie de l'être, une fréquence, un niveau de conscience. Alors mes pensées sont paisibles. Et mon être tout entier devient paisible. C'est une paix qui me libère. Qui laisse le passé aller dans le passé. Et une paix qui m'empêche de m'inquiéter par rapport au futur. C'est une paix qui est en moi, qui fait partie de moi. Une paix que je peux exprimer à travers mon regard, mes pensées, et même ma respiration, mes gestes. Mon attitude. C'est une paix qui est non violente. Une paix qui tend la main. Une paix qui pardonne. Une paix qui guérit. Une paix qui aime. Une paix qui me transforme. Et c'est une paix qui m'appartient. Une paix que je cultive. Une paix que je peux offrir, partager. C'est une énergie, une vibration, une onde. Je me dis que je suis un être en paix, que je propage la paix. Que je suis un être de paix. Que je propage la paix.
Bonsoir tout le monde, bienvenue, content de vous retrouver. Tout le monde est en paix? Ça va? Ça a descendu un peu. Ça prend du temps hein, quand même pour décompresser. On a beau se dire, Il y avait des marteaux-piqueurs, ouais, mais ils sont là pour accentuer notre sentiment de paix. Parce que plus le marteau-piqueur pique, plus on a du travail à faire pour se dire non, non, je suis très 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 bien en paix. Alors, on peut essayer de développer justement des fois des contrastes. Alors, on aborde un sujet aujourd'hui qui est intéressant, qui est la notion de vivre sans peur. Et ça peut être un peu un sujet qui a un côté un peu ombrageux. On préfère promouvoir des fois des soirées, les joies de l'amour, la puissance de la paix. Mais là, c'est comme si on allait se concentrer sur les peurs. Et je trouve que c'est un sujet qui est très riche, très intéressant aussi, parce qu'il y a beaucoup d'approches en psychologie en ce moment ou en thérapie qui prônent l'idée que pratiquement tous les symptômes qu'on vit en ce moment relèvent d'une peur ou d'une autre. Et qu'au cœur de bien des dysfonctionnements se situe un concept qui est la peur et qui a un effet paralysant chez l'individu. Des peurs qui paralysent. On dit d'ailleurs paralysé de peur. Et je ne sais pas, est-ce que vous connaissez l'inverse de la peur? Savez-vous comment on nomme la vertu ou la qualité qui est à l'inverse de la peur? Par le courage, l'amour, confiance. Oui, il ne fallait pas vendre la mèche. Elle connaît parce qu'on l'apprend. C'est un mot que personne ne connaît, qui existe, qui a été créé pour définir ce qui se passe quand il n'y a pas de peur. Les Anglais, c'est beaucoup plus simple. Ça s'appelle fearlessness. Eux, ils mettent juste less, lack, back, strike. Ça fait des mots. Ils font du Lego. L'anglais, c'est du Lego. Tu mets deux petits bouts de mots, tu les colles, c'est l'anglais. Le français, c'est plus raffiné. Il y a ce mot qu'on appelle l'impavidité. Être impavide. Puis si tu demandes à quelqu'un, es-tu impavide? Ils vont dire, quoi? Non, pas impavide, mais c'est un seul mot. Être impavide, l'impavidité. Et c'est un mot que moi, honnêtement, je ne connaissais pas avant d'embarquer dans cette théorie-là. Être impavide, c'est-à-dire d'être capable de ne pas raisonner avec une vibration de peur, d'être capable de ne pas laisser cette vibration, cette énergie qui est la peur, qui peut être une émotion, qui peut être une énergie, qui peut être bien des choses, d'être capable d'être imperméable à la peur. Spécial, hein? Comme d'avoir cette espèce de manteau imperméable et que la peur ne nous influence pas, ne nous touche pas. Et quand on y réfléchit, c'est intéressant parce que, en fait, d'abord, il y a plein d'éléments qu'on devrait mettre sur la table au départ pour parler de l'impavidité, mais c'est au départ les types de peurs qui existent, pourquoi on a peur, et à quoi ça ressemble quand on a désactivé. Tu sais, moi, je me dis toujours qu'on a créé des téléphones cellulaires tellement intelligents, et je trouve toujours qu'en fait, nous sommes des téléphones cellulaires mobiles. Le vrai téléphone mobile, là, c'est nous. Et on a recréé ça sous la forme un outil, mais qu'on l'a créé à l'image de ce qu'on est. Pour moi, le téléphone cellulaire, c'est vraiment la transposition de ce qu'on est. Et donc, on a des applications en nous qui sont actives ou pas. On a des paramètres. Et la plupart des individus, à la naissance, on a activé le paramètre peur. Pardon. Là, tu m'as fait peur. Mais pas vraiment parce qu'on te connaît, on sait que c'est pas un choix. Alors, il y a des paramètres qui peuvent être activés et on a trouvé que la peur avait un avantage quand même parce qu'elle prévient, elle peut avertir d'un danger. Et la peur peut être très positive. C'est bon des fois d'avoir peur parce que c'est une réaction saine à un danger qui est peut-être des fois réel.
Donc, on a par défaut, tout le monde a été, je pense qu'on a activé cette fonction qui est la peur. Seulement, elle s'est développée, puis des fois, je pense qu'elle n'est pas très contrôlée. Et on n'a pas appris à l'utiliser. Et on n'a pas appris des fois à la gérer non plus. Et c'est pas la même chose. La peur n'est pas une énergie qu'on va gérer, et, administrer, et jauger et utiliser, comme par exemple la colère. C'est pas les mêmes fonctions. La colère, c'est un autre département. La peur, elle est complètement, c'est une autre forme d'énergie. Et quand on y pense, on va se rendre compte qu'il y a d'abord énormément de types de peurs différentes, et que la peur a un groupe d'amis, son petit club de sympathisants, et qu'elle a des formes préliminaires et des formes post-peur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont créer la peur, puis des choses que la peur va produire. Et ça, quand on connaît toute la famille qui vient avec, parce que quand on a peur, le problème, c'est que il y a toute une famille qui vient avec. Et souvent, on se dit, moi, je n'ai pas ressenti la peur. Non, mais il y a des indices qu'elle est en phase de gestation en ce moment. Alors, il y a différentes formes de peur, différentes choses dont on a peur. Et on se rend compte que d'abord, au niveau des types de peur, il y a des peurs physiques qui sont tout à fait naturelles. Je veux dire, un camion vous fonce dessus. Il y a une possibilité d'avoir peur. C'est bon peut-être d'avoir peur puis de bouger pour éviter que le camion nous fonce dessus. Donc il y a des peurs qui sont vraiment physiques. Et on va les appeler même des fois des peurs viscérales. Tu sais, ça vient dans les tripes. Tu as vraiment une peur physique. Je veux dire, si tu es au bord d'un précipice puis quelqu'un fait semblant de te pousser, il va avoir une peur physique viscérale qui donne la nausée, qui est vraiment sensorielle, qui est sensitive. Ça sont des peurs physiques qui existent, qui sont des fois tout à fait nécessaires. Il y a des peurs qui ne sont pas physiques du tout. Ce sont des peurs émotives, des peurs vraiment émotionnelles, mais qui sont en fait à la base émotives. C'est une émotion. Et ça n'a rien à voir avec le camion, le précipice. C'est des peurs qui sont purement de l'ordre des émotions reliées à la peur. Et ça peut être par exemple la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de mal paraître, la peur de l'autre à cause de sa personnalité. On se menace, on se sent menacé. Peur du ridicule, une bonne peur, oui. La peur du ridicule, peur émotive. Après, il y a des peurs spirituelles qui sont beaucoup plus subtiles, qu'on a rarement identifiées d'ailleurs, parce que, à moins d'être réveillé spirituellement parlant, tu n'identifies pas ces peurs. Et les peurs spirituelles sont vraiment de l'ordre de le doute en soi, la façon dont on a peur de soi-même. On a peur de ces monstres, on a peur de ses propres failles, de ses propres défauts, de ses propres faiblesses. On a peur de devoir affronter un obstacle. On n'a pas envie. On a peur parce qu'il n'y a personne de témoin dans ces peurs spirituelles. La peur émotive, émotionnelle, il y a des témoins. La peur spirituelle, il n'y a personne qui est témoin. C'est juste moi tout seul avec mes monstres. Puis je dois les gérer. Il y a des peurs professionnelles. Ça, c'est technique. Il y en a sûrement d'autres. On pourrait continuer la liste, mais il y a plusieurs types de peurs. Et elles n'ont pas toutes la même implication. Et quand on y pense, en fait, ce qui nous fait peur souvent, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous fait peur d'habitude? Danger, hein? Les émotions. Mais l'émotion, la peur est une émotion. Donc l'émotion est le résultat de quoi? Qu'est-ce qui va nous faire peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Des films d'horreur? La peur d'avoir peur? Oui, ça c'est une peur... ouais, la peur de la peur, c'est vrai, c'est une peur émotive, vraie. L'inconnu. L'inconnu est relié avec la peur du noir. Tu sais, on dit souvent, c'est quand tu es petit garçon, petite fille, le syndrome souvent c'est « Maman, laisse une lumière allumée, ferme pas la porte ». La peur du noir. Tu sais, on a cultivé l'idée que dans le noir, il y a un inconnu. Il y a plein de monstres.
Moi, j'ai une sœur marionnettiste qui aime beaucoup les histoires un peu différentes. Et elle a créé un spectacle qui était tiré d'un conte qui s'appelle Le Placard. Et le spectacle, je me souviens une fois, j'allais en France, puis elle donnait ce spectacle à l'autre bout du monde en France. Puis j'arrivais d'un long voyage, puis j'arrive directement pour le spectacle de marionnettes. Puis t'as tous les petits bambins, c'est marionnettes, tout le monde est content. Puis le spectacle commence, ça tombe dans le noir. On l'a déjà, t'as la moitié des petits garçons, petites filles. Maman, qu'est-ce qui se passe? Et là, le personnage principal, t'as un petit garçon qui va dans son lit, puis qui ferme sa lumière. Puis là, t'as un grincement de porte, puis le placard s'ouvre. Écoute, les jeunes hurlent dans la salle, puis moi je dis, Catherine, pourquoi tu terrorises les jeunes comme ça encore? Puis là, je fais ça très rapide, mais au début, c'est assez long la mise en scène, et c'est vraiment une scène d'horreur qui est tout à fait celle que tout enfant va redouter à un moment donné ou à un autre dans sa vie. C'est, il fait noir, qu'est-ce qui vient de bouger dans le placard? Puis là, la porte du placard s'ouvre, etc. Il y a un courant d'air, il y a une trame sonore. Et je vous jure, il y a des enfants qui hurlaient dans la salle. Les parents qui se disent, qu'est-ce que c'est que cette pièce de théâtre, en train de traumatiser mes enfants. Il y en a qui voulaient pleurer, partir. Puis tout à coup, évidemment, sort du placard une grande oreille, je me souviens plus, c'est jaune avec des pois gris, ou gris avec des pois jaunes, je pense, quelque chose comme ça. Puis tout à coup, le monstre qui sort de là, finalement, après 10 secondes, a l'air totalement ridicule. Puis là, la plein de gamins qui commencent à dire « Ah !» puis ils rigolent du monstre. Puis en fait, tout son spectacle va être une rencontre entre ce petit garçon et ce monstre qui était dans le placard, qui devient son meilleur ami, finalement. Et toute l'histoire va lui apprendre à vaincre ses peurs et ne plus avoir peur ni du noir, ni des monstres, ni etc., etc. Puis le petit sketch se termine que finalement, ils sont tous les deux dans le lit, ils sont tous les deux couchés dans le lit, puis ferme la lumière, puis là, t'entends... Puis un petit garçon se dit, ben non, il n'y a plus de place dans le lit. Il n'y a plus de place pour un autre, il n'y a plus de place pour un autre monstre, tu sais. Et moi, ce que je trouvais brillant, c'était la psychologie de vouloir simplement désamorcer chez le jeune la peur du noir, la peur de l'inconnu. Donc il y a les peurs de l'inconnu, les peurs du noir. On en parlera tout à l'heure. C'est au niveau spirituel, c'est l'ignorance. C'est de ne pas savoir. L'inconnu devient une ignorance, une méconnaissance de soi. Donc ça va dans le domaine spirituel. Donc on a peur du noir, de l'inconnu. On a peur de quoi d'autre? De la mort. Peur donc de la souffrance. Quoi d'autre? L'abandon. Peut-être la liste, il y en a plein qui vont sortir. On a peur des dangers. Moi, je pense qu'on a peur des monstres. Avez-vous vu l'homme-éléphant? Elephant Man, c'est ça, la peur du lait, la peur de la différence. Tout le débat, dans le cadre de ce que je fais au travail, il y a 2 reportages que j'ai faits qui sont entièrement axés sur l'identité. Et dans les 2 cas, le problème identitaire est un problème qui est souvent axé sur la peur. Et un artiste disait, en fait, la vraie peur, c'est l'inconnu, c'est ne pas connaître l'autre. Est-ce qu'on a peur de soi-même? Est-ce qu'on se fait peur soi-même? Hein? Pas tout le monde? Non? Est-ce qu'il y a des aspects de nous qui nous font peur? C'est pathologique d'avoir peur de soi. Mais si on fait la liste, c'est intéressant de voir tous les types de peur. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a différentes intensités dans la peur. Parce qu'il y a des peurs qui sont très invisibles, inconscientes. Puis il y a des peurs qui sont très conscientes. Des fois, on va le verbaliser, on va dire « j'ai peur ». C'est quand la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un « j'ai peur ». Ouais, t'as un pitbull qui te saute dessus, t'as peur. Mais il y a des peurs qu'on verbalise, il y a des peurs qu'on ne sait même pas. On ne sait même pas qu'on a peur. C'est inconscient, ce sont des peurs inconscientes. Et là où je trouve que la peur est toujours avec sa gang de petites copines, quelles sont les ramifications et les amis de la peur? L'anxiété. Donc la peur, en fait, c'est une poule. Puis la poule pond des œufs. Mais la poule vient de l'œuf. Et la peur, elle est comme ça. Puis on se demande, la peur est-elle un œuf ou une poule?
Et qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle devient, puis quand est-ce qu'elle est œuf, puis quand est-ce qu'elle est poule. L'inquiétude peut donner naissance à la peur. Tu peux t'inquiéter tellement que tu finis par avoir peur. Mais au début, quand tu es inquiet, si on te demande as-tu peur, tu dis non, je n'ai pas peur, je suis juste inquiet. Mais l'inquiétude va créer de la peur. Et la peur va générer de l'inquiétude. Donc elles sont tout le temps l'une avec l'autre. Et la peur est une manifestation évidente ou inconsciente, mais qui est toujours ramifiée à d'autres éléments qui sont des fois inoffensifs. L'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude, l'insécurité, toutes sortes de négativités qui vont créer des fois des peurs, le rejet, la non-compréhension. Je ne comprends pas. Puis là, tout à coup, des dépendances, etc. Donc là encore, il y a quand même beaucoup d'œufs. Donc c'est une poule qui pond des œufs de toutes sortes de couleurs. Puis tu te demandes vraiment quel genre de bibite elle va générer par la suite. Et dans l'approche qu'on a en spiritualité, c'est qu'on se rend compte qu'en fait la peur, elle est souvent symptomatique. La peur elle-même est une émotion qui vient suite à quelque chose. Et je me demande des fois, est-ce qu'on doit régler nos peurs? Ou est-ce qu'on doit aller un peu plus loin puis régler ce qui a généré au départ ces peurs-là? Et l'impavidité, c'est pas une notion d'être capable de maîtriser sa peur. C'est-à-dire qu'on est dans le noir, puis on a peur, puis on dit non, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Je suis courageux, je suis capable. Ça, c'est de se battre avec l'émotion. Et c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher à la racine de la peur, qu'est-ce qui génère en moi peut-être ces sentiments conscients ou inconscients. Mais là où ça devient compliqué, c'est sûr que les peurs physiques, pas pareil, je veux dire... moi, j'ai souvent raconté une fois, il m'est arrivé un truc assez bizarre ici, où elle me fait réveiller à 2-3 heures du matin. Puis c'est rare que je ne reçois pas beaucoup de monde, moi, à 3 heures du matin, qui sonne à la porte. Alors heureusement, j'ai le bon réflexe de sortir ma tête de la fenêtre, puis de regarder qui était en train de sonner en bas. Et je vois un individu avec une hache. Puis c'est comme un film d'horreur. Tu dis, qu'est-ce que tu fais à 3 heures du matin avec une hache? Et là, j'étais... fasciné par, d'abord, tu sors de ton sommeil, tu regardes en haut, puis tu regardes, tu dis, il y a une hache, le gars. Ben, c'est sûr, j'ai pas appuyé sur le bouton pour dire, monte, écoute, je suis réveillé. Viens, on va s'expliquer pourquoi tu as une hache. Et là, je me suis vraiment observé dans une espèce de drôle de moment où tu te dis, ben, moi, j'ai pas l'habitude d'appeler la police, mais là, tu te dis, c'est pas parce que j'ai peur, j'appelle la police, c'est pas normal d'avoir une hache à 3 heures du matin, c'est pas une bonne idée. Puis écoute, il y a un problème de santé mentale, il y a un problème grave de se promener avec une hache. Donc j'appelle la police en disant, écoutez, il y a quelqu'un qui a une hache. Puis eux, évidemment, leur réaction, c'est pratiquement, ils m'ont dit, est-ce que vous avez consommé, monsieur? Je dis, non, je viens de le voir, là, il y a une hache. Parce que c'est sûr, c'est pas fréquent, les gens à 3 heures du matin avec une hache. Finalement, la police l'a cherché, la déclaration, etc. Mais c'est juste ce petit moment après, le lendemain, je me souviens très bien le lendemain d'aller me coucher, puis de me dire, est-ce que j'ai barré la porte de chez moi? Parce que moi, je dors souvent la porte à débarrer, en fait. Et de me demander, est-ce que j'ai peur le lendemain, sans oser m'avouer que j'avais peur, mais finalement, qui m'a fait aller barrer ma porte, au cas où le gars revienne avec sa hache. C'est un drôle de sentiment que, j'y pense plus, ça fait plusieurs années, mais je me souviens de ça comme étant frôlé ou, flirter avec la peur. Puis qu'est-ce que la peur te fait faire ensuite? Après, tu regardes un gars le lendemain, puis je me souviens, me dit, c'était-tu lui qui avait une hache? Écoute, quelle pensée avoir pour ce pauvre papa de famille qui sort avec la poussette, puis moi j'ai cru qu'il sortait avec une hache, je dis n'importe quoi, mais ça crée des effets secondaires psychologiques négatifs. Je ne veux pas aller dans les cas, souvent je préfère éviter dans les conférences les cas extrêmes. Imaginez, moi j'ai vu une vidéo que j'aurais jamais dû voir, je regardais la file de presse, puis à un moment donné, il montre
Puis volontairement, j'essaie d'oublier où, mais ce gars qui a en fait tué sa femme en la jetant du 4e étage, etc. Puis ça a été filmé par toutes les caméras de sécurité. Et sans vouloir le jouer, tu ouvres la nouvelle, puis la vidéo part. Puis la vidéo part avec le corps qui tombe. Ah, qu'est-ce que je viens de voir? Et malheureusement, j'ai vu la vidéo, puis l'image d'après, c'est l'homme qui bat sa femme dans l'ascenseur. Puis là, tu sais, je voulais, c'est une erreur, je le reconnais, j'aurais pas dû regarder ça, mais en le voyant, je me disais, hey, c'est pas un film, là. Comment ils ont osé mettre ça dans les médias sociaux, partout, et moi, je voulais juste voir l'agence de presse qui diffusait ça, parce que moi, je suis dans les médias, puis on a une imputabilité morale. Tu sais, il y a des images qu'on ne diffuse pas. Moi, j'étais là quand il y a eu les reportages sur le Rwanda. On n'a pas diffusé 90% des images qui ont été filmées. On ne pouvait pas les diffuser. Tu sais, on avait un comité, on regardait. Moi, j'ai détesté cette portion-là. Il fallait regarder des choses. Là, il y avait vraiment des machettes. Et on était obligé de dire, ça, on peut montrer, ça, on ne montre pas. Mais mon point que j'essaye de faire, c'est qu'une personne qui va vivre une violence épouvantable aura des séquelles toute sa vie. Et ce genre de peur-là va générer beaucoup de petits œufs toxiques. Rejeter l'autre, des syndromes, des rêves. Moi, je parlais à une femme récemment qui encore aujourd'hui se lève la nuit en pleurs, avec des angoisses pas possibles. Elle est séparée de la personne qui lui a fait du mal, mais c'est des années plus tard, elle souffre encore de ces syndromes profonds, d'une peur constante d'être attaquée. Ça, c'est des peurs physiques très fortes, traumatisantes. Et là, on peut bien jouer à la spiritualité, mais c'est plus... là, c'est vraiment des cas... comment est-ce qu'on devient impavide dans ce cas-là? C'est très différent de la peur de l'échec quand je vais passer mon examen demain, puis j'ai peur d'échouer. C'est pas les mêmes peurs, là. Le syndrome post-traumatique des soldats, avoir manipulé des armes à feu, avoir vu des gens mourir. Alors, la peur, on peut en parler de façon, thématique spirituelle, amicale, qu'on peut discuter le soir, mais si on creuse un peu, il y a beaucoup de peurs qui sont assez traumatisantes. Moi, j'ai vécu des choses jeunes, que je n'élaborerai pas en public, mais qui ont eu une emprise sur moi pendant des années. Et qu'est-ce que ça a pris un jour pour essayer de se dire, on vit comment sans peur? Alors, l'objection que les gens vont avoir souvent, c'est de dire, oui, mais on ne peut pas effacer, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas oublier, il faut être prudent, il ne faut pas être naïf. Tout ça, c'est vrai. Mais en même temps, on veut expérimenter l'attitude et l'expérience d'être une personne qui ne vit pas cette vibration de peur, peu importe les situations extérieures. Et je pense qu'il y a des façons où des fois on peut parler d'amour, de courage, de résilience, de compassion, etc. Il y a des valeurs qui peuvent nous aider à vivre autre chose que la peur, mais qui ne sont pas l'impavidité. Et l'impavidité, en fait, c'est une vibration de l'être. C'est un état d'être, l'impavidité, vraiment avec cette espèce d'imperméable, dans lequel ce n'est pas le courage qui me dit « j'ai pas peur », ou l'amour qui me dit « je n'ai pas peur », ou l'audace qui me dit « j'ai pas peur ». Mais ça peut être peut-être davantage la notion de conscience qui me dit pas « j'ai pas peur », mais c'est une conscience qui me dit rien en fait, qui me dit tout simplement pas « j'ai peur ». Ça ne peut pas être tout le monde, ça. Alors non, personne là. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a. Par contre, ça se développe. Et la façon dont on le développe dans la méditation et dans la pratique de la spiritualité, c'est l'exploration du silence. Parce que dans le silence, ce qu'on observe beaucoup en méditation, c'est qu'il y a une énergie que nous on appelle l'énergie fondamentale de l'être, l'énergie pure de l'âme. Et on a tendance à vouloir toujours mettre des mots sur tout. L'amour, la paix, le bonheur,
l'amitié. On veut tout nommer, on veut tout identifier. Mais il y a une énergie qu'on appelle l'énergie de l'âme qui est pas très, qui est pas de, ça vient avec. Hein, ça c'est une application que tu as eue à la naissance. Il y a une énergie dans l'âme qui est très particulière, qui est juste l'énergie vitale de l'âme. C'est une force de l'âme. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que dans le silence, l'esprit peut atteindre une dimension dans laquelle il n'y a presque pas de pensée, il n'y a pas d'émotion, il y a juste une espèce de forme de silence qui est pure, qui est puissante, qui est une énergie authentique que nous on appelle l'énergie de l'âme ou la conscience d'âme. Et cette énergie-là, c'est ce que recherchent beaucoup les sages, les ascètes, les moines, les mystiques, ceux qui partent dans les montagnes puis qui font des moments de silence pendant 10 jours, ceux qui arrêtent de manger et qui visent une espèce de ce qu'on appelle des fois le nirvana, le samadhi, il y a différents noms qui sont donnés à ça. Et les gens cherchent un niveau de conscience dans lequel il y a tout à coup une espèce de... Moi, j'aime la notion d'une forme de suspension. C'est comme si l'être est en suspension tout à coup. Il n'y a plus aucune gravité d'être. Et cette énergie-là, ce qu'elle nous donne, c'est une espèce de foi en l'être. Une foi en qu'est-ce que je suis. Parce que là, on peut bien se donner du courage, on peut bien se donner une approche dans laquelle, bon, les monstres sont pas si méchants que ça. On peut bien se donner des thérapies pour nous dire, c'est pas parce qu'on a été violenté ou abusé jeune qu'on le sera encore. On peut bien, à travers tout ça, rationaliser nos peurs. Mais l'approche spirituelle est davantage d'essayer d'aller goûter à une autre énergie qui, en fait, s'approche beaucoup de ce terme qu'on appelle l'impavidité, qui est une énergie dans laquelle tu existes, tu sens une paix énorme, une puissance énorme de l'être, et qui fait que si on a goûté à cette énergie-là, quand on revient dans le quotidien, on est beaucoup plus observateur, factuel, on n'est pas émotif, on n'est pas en réaction, et surtout on a une capacité d'être imperméable à la vibration que l'autre produit. Dans une dimension plus pratique, moi je dirais que souvent, quand on vit un conflit au travail, dans la famille, dans les relations amicales, etc., qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on fait comme pratique méditative, c'est on va dire, on est buzzé, on perd le contrôle, on dit des choses qu'on ne veut pas, on a des mauvais sentiments, de la colère, whatever. Puis souvent, nous, ce qu'on va dire, c'est bon, je vais aller méditer, ça va me faire du bien. Alors, nous, on a, ce que j'ai montré tout à l'heure à des amis, on a un coffre-fort ici, on appelle ça un micro-ondes spirituel. Puis là, tu vas te mettre dans une pièce, une espèce de grotte, un igloo spirituel. Puis là, il faut que tu ailles méditer pour te calmer. Et puis c'est ce qu'on fait, nous, souvent. Alors, donc, il y a un problème, je vais méditer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va se détacher du problème. On va prendre une distanciation par rapport à ce qu'on a vécu. Et on va donner un espace pour qu'on puisse vivre quelque chose de complètement différent, qui va comme réaligner totalement ma conscience. Je vais me retrouver tout à coup en train de vibrer en méditation sur wow, quelque chose de super agréable, très beau. Et là, je ressors de mon micro-ondes, puis je dis, bon, c'était quoi le problème déjà? Puis finalement, il n'y a plus d'amorce, il n'y a plus d'emprise émotive. Même rationnellement parlant, on ne pense plus de la même façon par rapport au problème. Et ça, c'est vraiment un mécanisme qu'on a observé régulièrement en méditation. Et si ça n'a pas assez fonctionné, on retourne dans le micro-ondes, puis on remet un autre 3 minutes. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent pour mon lunch, je suis un peu pressé, tu mets 2 minutes 30, tu commences à manger, tu dis, non, écoute, c'est vraiment pas chaud, là, c'est froid. Donc, tu retournes dans le micro-ondes, tu remets un autre 2 minutes, puis bon, là, c'est vraiment chaud. Ben, la spiritualité, c'est un peu ça, des fois. Tu médites un peu, puis après, bon, c'est bon, j'ai médité. Non, t'as pas vraiment médité. T'as pas décroché, là, t'es encore sous l'emprise de l'émotion ou de le petit hamster qui spin dans la tête. Et en fait, le vrai processus, ultimement, ça va être de tellement décrocher du problème et de la situation
que dans mon coffre-fort, je vais réussir à aller chercher une énergie qui fait que tu sors de là, tu as ton drapeau blanc, puis tu dis finalement, regarde, il n'y en a plus de conflit, il n'y a pas de guerre. Là. Puis même on est motivé à affirmer des choses complètement différentes, sachant que c'est ça que je vais développer, puis je vais régler le problème. Puis j'ai une solution. D'où ça vient? Ce qu'on appelle, nous, le pouvoir du silence. Et ce pouvoir du silence, il est très difficile à accéder. C'est pas juste je ferme la radio, je ferme les portes. Non, c'est un silence mental, c'est un silence émotif, c'est un silence spirituel. Aucune pensée trouble. Et pour arriver à ce niveau-là, la méditation est le but ultime, c'est de comprendre, et c'est là où dans le Raja Yoga, la formule qu'on utilise, c'est au départ de se dire « je suis une âme ». Non pas que j'ai une âme, mais je suis une âme. Et là, on pense complètement différemment. Si tu te dis en méditation, je suis un terroriste, là, réveille-toi, il faut que tu fasses quelque chose, tu es un terroriste, terrorise le monde. Si on va s'asseoir dans la méditation, puis on se dit, je suis boulanger. Dites-vous ça un beau jour, je suis boulanger. Si vous dites ça 50 fois de suite, je vous garantis qu'il y a de la farine qui apparaît quelque part dans votre visualisation, il y a du pain qui apparaît, puis ça va sentir le pain dans le micro-ondes. C'est sûr. Nos pensées génèrent une énergie, on dit la pensée crée la forme. Donc si je dis je suis une âme, qu'est-ce qui va ressortir? En me disant je suis une âme, je viens de désamorcer énormément de choses. Je suis Eric, j'ai un problème, je suis charpentier, je suis ceci, j'ai une voiture. On vient de tout désamorcer parce qu'une âme n'a rien de tout ça. Puis quand tu dis je suis une âme, intérieurement, c'est comme un gros point d'interrogation. Tu dis, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis qui? Et là, il y a un inconnu total. Je suis une âme. Ah bon? Ça mange quoi une âme? Ça vit combien de temps une âme? Ça vient d'où une âme? Aucune idée. Plein de théories existent, mais aucune idée. Et donc, en disant une âme, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on désamorce plein d'autres identités qui ont généré beaucoup de peur. L'âme n'a aucune peur. Moi, à la blague, on dit souvent... Trouvez-moi quelqu'un qui regarde le ciel étoilé au bord d'un lac, en voyant toutes les étoiles. Avez-vous déjà vu quelqu'un dire hey, « je suis terrorisé, ça me fait tellement peur, toutes ces étoiles ». Moi, je pense pas que ça existe. Pourquoi est-ce qu'on regardera un ciel étoilé puis tout le monde a la même réaction? Oh, c'est beau, c'est paisible, non? Trouvez-vous stressant de regarder les étoiles? Mon Dieu, il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'elles vont faire? Pas pourquoi, mais non. Bizarrement, tu regardes les étoiles, ça t'apaise. Non? C'est un déclencheur. Tu regardes un ruisseau, c'est apaisant. C'est la nature. C'est pour ça que nous on dit toujours, la nature naturelle est bienveillante, elle est bonne, elle est paisible, elle est bonne. Et moi, ma nature en tant qu'être, elle est comme ça. Mais je ne l'ai jamais nommée, je ne l'ai jamais affirmée. Et le moment où on se dit, je suis une âme, je déclenche quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une pensée extrêmement puissante. Et ensuite, nous, on va dire, je suis une âme en paix. Je suis une âme paisible. Intuitivement, on a parlé de l'âme. Oui, l'âme a une personne. L'âme est unique. Là, après, on peut rentrer dans bien des théories. Mais l'important, c'est de jouer au départ avec la désactivation de ce qui a au départ créé toutes ces peurs. Puis toutes les peurs viennent, ce qu'on appelle d'attachement à des identités. Ce sont des attachements identitaires qui ont créé les peurs. Je suis un tel, je fais ceci, il peut m'arriver ceci. Je suis humain, donc le camion, oui. Tout ça, c'est réel. Mais ce sont des attachements identitaires. Et quand je dis je suis une âme, je suis en train d'éveiller complètement autre chose. L'image qu'on avait récemment, que je trouvais très jolie, c'était celle de tenir dans sa main une graine d'un arbre. Puis si vous regardez la graine, moi j'aime bien l'image du manguier. Avez-vous déjà vu une graine de mangue? C'est vraiment tout petit, puis c'est vraiment, c'est un noyau, là. Mais tu regardes ça, puis tu te dis, ça c'est un manguier. C'est weird, c'est étrange comme feeling de regarder cette espèce de noyau qui a l'air d'une espèce d'os de poisson, là. Puis tu te dis ça, là. Dedans, il y a 1 million de mangues. C'est une vérité.
Mais dans la forme d'un noyau ou d'une graine, il n'y a rien. Il faut que tu le mettes dans la terre, puis là, tu as l'air d'un imbécile. Tous les jours, tu arroses la terre. Puis les gens vont te dire, tu fais quoi là? Ben, j'arrose mon manguier. Il n'y a pas de manguier. Il y a juste un gros pépin dans la terre. Et puis, on sait que on dit l'exemple du manguier parce que le manguier, c'est un arbre qui prend énormément de temps à donner des fruits. Ça prend beaucoup, beaucoup d'années, contrairement à un pommier ou un citronnier. Ça met beaucoup d'années. Mais une fois qu'il se met à donner des mangues, l'image du manguier est très jolie parce qu'il est tellement généreux que les branches s'inclinent. Et on dit souvent que le manguier est tellement généreux qu'il va s'abaisser pour te donner ses mangues. Tu n'as pas à les cueillir, elles viennent à toi. Et nous, on utilise le manguier comme symbole de la tolérance, parce que tu peux lancer un caillou à un manguier, il va quand même te donner des mangues. Puis on dit ça à la tolérance. Donc l'idée, c'est de regarder un noyau, une graine, puis de se dire, ce que je vois, c'est 1 million de mangues. Et ce que j'essaie de décrire ce soir, c'est exactement ça. C'est d'aller dans le silence, puis de dire, je suis une âme. Mais en fait, ce qu'on se dit en se disant, je suis une âme, on se dit, je suis un réservoir de pouvoir incroyable. Je suis un potentiel illimité. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle, en hindi, ils ont appelé ça les Mahatmas. Tout le monde a entendu le terme Mahatma Gandhi. Mahatma, ça veut dire une grande âme, une âme puissante. Et en spiritualité, dans le silence, ce qu'on se dit, je suis une âme, c'est comme si on disait, je suis un noyau. Et là, on vient de réveiller le potentiel total de l'arbre. Parce que si on regarde une petite feuille avec une petite brindille, puis on dit, bah voyons, t'as pas de mangue, qu'est-ce que t'es nul? Ben non, il est un petit manguier, tu lui as pas donné le temps, on l'a jugé déjà. Et nous, on est dans une forme, nos identités sont pas complètes. Et des fois, on a peur de ça parce qu'on dit, regarde, je pourrais pas réussir, je suis pas complet. On dit, ben regarde le noyau. Puis dis-toi que le noyau, il a tout compris. Parce qu'il a tout là-dedans. Et quand on se dit « je suis une âme », ben sans s'en rendre compte, on déclenche une énergie qui n'a rien à voir avec toutes mes autres identités. Puis si je me dis « je suis réalisateur à Radio-Canada », bravo. C'est très limité comme énergie. C'est un quart de mangue, tu sais, séché. Ça, c'est ton gros truc dont tu es très fier. Pas grand-chose. Hein. Dans l'éternité, pas grand-chose. Tu ne laisses pas une grande marque sur Terre en étant ça. C'est très bien maintenant, puis c'est très joli sur une carte d'affaires, mais comme potentiel, 0. Je suis une âme, énorme potentiel. On nourrit quelque chose qui a une place dans l'univers. On nourrit l'étoile dans le ciel, qui donne tout à coup un regard qui dit « Waouh, je me sens super bien ». Peut-être que j'ai appris beaucoup à second regard. Oui, j'ai appris beaucoup. C'est une chance de travailler en spiritualité, mais en soi, c'est pas un accomplissement. En soi, c'est peu. C'est un vêtement. C'est un vêtement, c'est une parure, c'est une expression. Mais si je m'attache à ça, je développe de l'arrogance, je développe de l'ego, puis je limite tellement mon manguier à une mangue. Le manguier, il a une capacité de millions de mangues sur plusieurs générations. Et moi, j'aime l'idée que l'impavidité, c'est d'éveiller en moi non pas seulement le courage ou l'amour ou la foi ou la résilience, ce sont des feuilles, mais je veux réveiller en moi la grandeur de l'âme, la force, et c'est ça qu'on appelle l'énergie de l'âme. Et quand on médite dans la forme du Raja Yoga, ce qu'on fait, on s'assoit, comme on l'a fait tout à l'heure, et on essaie de ressentir ici au centre du front la conscience. Vous avez jamais posé cette question qui est quand même tellement bizarre? D'où viennent mes pensées? Imaginez, est-ce que mes pensées viennent du genou? Attends, ne bouge pas, je vais essayer de sentir. Non, ça n'a pas d'allure, non? De nos sens. Vraiment? Du zizi, du cœur? Non. Nos sens nous font penser, mais les sens, on a prouvé aujourd'hui que tu peux changer le foie, le cœur, puis ça ne change pas les pensées. C'est quand même inquiétant, tu sais,
Moi, à la blague, j'aime toujours dire, le premier qui a eu une transplantation cardiaque, ça devait être un peu stressant, non? Tu sais, quand ça s'est jamais fait, quand vous êtes le premier monsieur, on va mettre le cœur de quelqu'un d'autre. Ben là, je vais-tu aimer la même femme ou tout à coup, je vais me retrouver à aimer... si le cœur a les émotions, j'aime-tu quelqu'un d'autre? Je vais me réveiller amoureux de quelqu'un d'autre parce que l'amour est dans le cœur? Là, ils ont prouvé que ça n'avait rien à voir, les sens n'ont rien à voir. Des gens ont eu des greffes du cerveau, on leur a enlevé des parties du cerveau, ils ont pensé de la même façon, étrangement. Ils ont enlevé à certains individus la zone du cerveau dans laquelle, normalement, est la mémoire. Ils sont réveillés, aucune perte de mémoire. Oups. D'où ça vient? Incompréhensible. Des fois, oui, la mémoire part, il y a une connexion mécanique. Alors, tout ce que j'essaie de dire, c'est cette dimension de l'énergie de l'être est très inconnue. Pourtant, elle est à la base de toutes nos recherches mystiques, de toutes nos recherches religieuses, de toutes nos recherches spirituelles. Et quand on médite, c'est ce qu'on fait, on se met dans cette conscience d'être. Pourquoi on appelle ça le centre du front? Parce que si on y pense bien, ben, tout se fait là. C'est sûr que ma pensée vient de là. Elle ne vient pas de là, elle ne vient pas du genou, elle ne vient pas des pieds. Si tu essaies d'imaginer la pensée venir du coude, ça n'a aucun sens. Mais la pensée qui vient d'ici, ouais, ça a un sens. Et nous, on dit souvent que l'âme réside dans le corps, un peu comme un conducteur dans une voiture. Ben, il y a un siège pour l'âme qui a été imaginé par toutes les religions comme le troisième œil. Les chrétiens mettent une aura autour, non pas du genou, mais autour bien du centre du front. Les hindous mettent ce point au centre du front, les bouddhistes aussi. Et on parle de ça, l'âme. Puis on va dire, ah, c'est une vieille âme, c'est une belle âme. Mais on dit ça comme si on avait, je sais pas, un pacemaker. Tu as un pacemaker, puis tu as une âme. Ça marche bien ensemble. C'est pas la même chose. Et nous, on dit, on n'a pas d'âme. On est une âme. Et on a un corps. Puis le corps, on va le perdre un jour. L'âme, on est toujours une âme. Et dans cet esprit-là, l'énergie de l'âme, ce qu'elle déclenche, c'est une dimension qui est non verbale, qui est non nommable. Tu peux pas... je vois pas d'autre terme que ça. L'énergie de l'âme. Et cette énergie est très, très, très puissante. Et cette énergie-là fait que ma non-peur, mon impavidité, n'est pas juste de me dire « Vas-y, le camion, fonce-moi dessus, j'ai pas peur ». Ça n'a rien à voir. Ça devient une sagesse. L'impavidité, c'est une imperméabilité à la peur, donc ça veut dire que je fais la bonne chose au bon moment. Une situation se produit, ouais, je suis là. C'est pas que j'évite la peur, c'est pas que je contre la peur, c'est que mon énergie fait que je vibre pas sur la peur. Et quelque chose se passe, ma sagesse, ma conscience, ma pensée m'amène ailleurs naturellement. Et ça, c'est l'impavidité. En tout cas, moi, tel que je la ressens et que je la conçois d'un point de vue spirituel. Et c'est très beau comme notion, d'être impavide, qui est très différent de dire « Ah oui, j'ai pas peur, je suis courageux, j'ai pas peur », qui est une résistance à la peur. Ça, c'est une résistance à la peur. Comme on dit souvent, les gens qui disent « Bon, là, j'ai assez toléré, là, ça suffit », on dit « Ah, t'as rien toléré, t'as enduré. T'as beaucoup enduré, mais t'as pas toléré. » Quelqu'un qui tolère ne sait pas qu'il tolère. Quelqu'un qui est patient ne sait pas qu'il est patient. Quelqu'un qui n'a pas peur ne sait pas qu'il n'a pas peur. Il n'est juste pas sur cette vibration de peur. Il ne vit pas la peur de la même façon. Après, bien sûr. Ouais. Ils offrent une omelette en disant « Tiens, j'ai plein d'œufs pour toi. » Transmettre la peur à l'autre. Hein. De la percalité qu'on a pris ici dans les centres de méditation. Parce que si quelque chose se vient beaucoup, c'est ça. Et si on monte ça, par exemple, la confiance. La confiance, c'est une percalité qu'on peut utiliser quand elle est bonne. Il y a quelque chose de négatif, on a seulement à cause de ça, j'apprécie beaucoup cet organisme. J'ai appris beaucoup sur la percalité que vous nous avez préparée. Ça, toutes les vertus, on dit souvent, c'est comme un jardin qu'on développe, toutes les qualités, on veut les avoir.
Alors cette impavidité, ben, c'en est une autre, une nouvelle à explorer. J'invite à réfléchir là-dessus pour la prochaine semaine, l'impavidité. Puis de vous affirmer quelques matins, tiens, aujourd'hui je me sens impavide. Essayez de voir à quoi ça goûte quoi l'impavidité. C'est une belle énergie. Et c'est une belle fréquence, être impavide. Puis ça ne veut pas dire être, comment je pourrais dire, insouciant. Ça ne veut pas dire être inconscient. Ça ne veut pas dire être négligent par rapport à un danger ou par rapport à... Oui, ça ne veut pas dire être téméraire non plus, parce qu'ils ont tous ces mots-là réfèrent à autre chose. Alors que l'impavidité, c'est vraiment ce que ça veut dire, c'est je ne vibre pas sur cette vibration de peur. Et j'apprécie de ne pas vivre cette vibration de peur. Comme quand tu vis le courage, c'est autre chose. Et le courage a sa propre énergie qui te donne un buzz. C'est le fun d'être courageux. L'inverse du courage, c'est pas la peur, c'est le découragement. C'est une autre énergie qui est pas, c'est pas la peur. Manque de courage, tu es découragé. Tu te décourages. C'est pas la peur. Ça peut t'aider à faire face à la peur. Mais c'est encore une fois, c'est comme si le mal est déjà fait. La peur est déjà là. Et donc ça peut nous aider à faire face à la peur. Mais l'approche spirituelle que je trouve intéressante, c'est oui, on va faire face à la peur quand elle vient. J'appelle la police si le gars a une hache puis qu'il revient demain soir, je vais encore appeler la police. Mais je vais aller dans ma grotte chercher une dimension tellement spéciale. Et ce silence, on n'insistera jamais assez là-dessus. C'est une dimension, pour le yogi, c'est la matière première. Un yogi consomme du silence. Et c'est pas physique, hein, c'est pas. Moi, j'ai un acouphène, j'ai un ciment dans l'oreille permanent. Donc c'est très dur pour moi le silence. Je l'ai fait là, au bord du fleuve, à un moment donné, tu t'assois. Ben moi, j'entends un sifflet tout le temps. Tu sais, ça siffle. Quand tu as un acouphène, le silence physique, ça n'existe plus. Il y en a pas. J'apprécie le fait qu'il y a moins de marteaux-piqueurs et de grues, là, ça c'est sympathique. Mais je comprends le bruit par contre. Alors, on peut essayer de faire ça quelques minutes, juste pour clore, une méditation sur le silence, avec de la musique et des paroles et du bruit et des toux et toutes sortes de choses qui accompagnent le silence. À moins que vous avez des questions, des commentaires ou des... Je sais qu'il y en a plein qui ont autant de connaissances que moi, donc je prétends pas du tout à chaque fois avoir ni une parcelle ni un morceau de vérité, mais le but encore des mercredis, c'est toujours de nous forcer à réfléchir. Puis après, chacun part avec son petit noyau, puis dit, bon, je fais quoi avec ça? Et chacun va le concocter à sa façon ensuite. Alors, prenons un petit 5-10 minutes pour méditer là-dessus. Et je vous propose quelques pensées. La notion du commentaire de méditation, c'est vous diriger un peu avec certaines pensées. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'insérer vos propres pensées dans le commentaire. Et l'idée, c'est qu'au départ, les commentaires de méditation, c'est un peu comme les roues supplémentaires d'un bicycle. Ça aide à garder l'équilibre, puis quand on les correcte, bon, on les laisse tomber, puis on va tout seul. Donc là, je suggère des pensées juste pour nous aider à se concentrer, mais n'hésitez pas à un moment donné à vous partez de votre propre côté. Le but de la méditation, c'est juste que nos pensées soient ordonnées, soient structurées, soient guidées. L'inverse, il y a bien des méditations qui laissent la pensée aller dans tous les sens. Le type de méditation qu'on appelle Raja Yoga, c'est au contraire, non, j'active ma pensée, puis je la rends très, très articulée, jusqu'à ce qu'elle produise l'expérience escomptée. Comme je disais tout à l'heure, si je dis 500 fois je suis un boulanger, je finis par avoir du pain quelque part dans la tête. Mais on se dit autre chose que je suis boulanger dans ce genre de méditation. On va dire je suis une âme, je suis en paix, je suis positif, j'aime la vie. On va se dire des choses comme ça. Puis on sait que ça va générer une réalité, un sentiment, éventuellement une attitude, une qualité, et après qu'on utilise dans la vie de tous les jours.
prend le temps d'abord de bien respirer, de sentir combien physiquement on est à l'aise, décontracté, détendu. Comme si on faisait la paix avec le corps, avec la matière. Et qu'à travers nos pensées, on injecte dans la matière, dans le corps, un courant d'énergie positif. On peut même visualiser le corps enveloppé dans une lumière blanche, comme une énergie lumineuse qui m'enveloppe complètement. La lumière. On peut garder les yeux entrouverts, être conscient du lieu dans lequel on se trouve, mais décider de concentrer notre attention au centre du front. Comme si c'était le siège de la conscience, que c'est de là que viennent mes pensées et même mes sentiments. Et même si mes pensées et mes sentiments peuvent avoir une résonance à travers le corps tout entier, je me concentre sur la source, le siège de la conscience, la source de la vie, ce qui fait de moi un être vivant. Cette énergie vivante. Une énergie pure, une énergie puissante. Et cette énergie qui s'exprime à travers le corps, qui s'exprime à travers les pensées, les émotions, personnalité et la conscience, l'énergie de l'être, une énergie spirituelle, non physique. L'énergie de l'âme. Comme si c'était une énergie précieuse que je n'avais pas souvent observée. Comme si je regardais souvent l'expression de cette énergie de la vie dans le quotidien, dans l'expression de ma personnalité, dans mon interaction avec le monde. Mais qu'est-ce qui me permet d'être en vie? C'est cette énergie pure, vitale. L'énergie de l'âme. Et en me concentrant sur cette énergie, c'est comme si je réalignais tous les aspects fondamentaux de ma personnalité, toutes mes qualités,
que cette énergie de l'âme génère naturellement les qualités de l'être, les qualités de l'âme. La paix, l'amour, le bonheur, la bienveillance, ce sont les vibrations naturelles de l'énergie, de la vie, de l'âme. Et alors que les pensées ralentissent, je redécouvre ce silence entre les pensées. Ce moment de suspension de l'être, quand il n'y a plus de mots, plus de paroles, juste le silence. Juste l'énergie. J'ai l'impression qu'on faisait juste commencer là, à méditer, non? C'était juste le réchauffement. La méditation, des fois, c'est un peu comme ça au départ. Il faut juste rentrer dans le truc, puis après, à un moment donné, on s'en clique. Puis là, on peut partir pour 1 heure. Je pense qu'à la fin, là, mon esprit s'est comme arrêté. Puis je sais pas combien de temps ça a été avant qu'une pensée revienne pour des... C'est vraiment bien de ne pas penser. C'est le fun quand l'esprit est tellement long. Il respire presque plus, quoi. Une pensée à la demi-minute. Alors, bon retour dans vos corps physiques respectifs. Tout le monde est de retour, hein? Dimanche, on a quelque chose. Christine, qu'est-ce qu'on a? Dimanche, on a un conférencier qui vient de... Il est vraiment intéressant si la notion de lien entre notre spiritualité et notre place dans l'environnement, dans le monde, vous intéresse. Le gars s'appelle Golo, il est très drôle, il est d'origine allemande
et vit en Inde depuis très longtemps. Il est responsable d'un des plus gros projets en Inde de développement d'énergie solaire avec les Brahma Kumaris. Ils ont développé un champ de panneaux solaires absolument délirant qui alimente vraiment une grosse quantité d'énergie solaire en ce moment. Et lui, il a beaucoup travaillé, il a des formations scientifiques et il a beaucoup travaillé... oups, le micro vient de s'arrêter. Il a beaucoup travaillé avec l'environnement, des scientifiques, gouvernements allemands, etc. Et ils ont mis en place un système vraiment sympa de comment ils appellent ça, l'énergie yogique. Donc c'est un mélange de spiritualité, de développement durable, conscience, etc., etc. Alors lui, c'est un peu sa spécialité. Je pense que le titre de la conférence, c'est le truc sur le futur ou en tout cas, c'est à la réception. J'ai oublié le titre de la conférence, mais c'est dimanche soir à compter de 19h. 19h. Oui, il sera sur YouTube Livestream également, ouais. Alors, ce sera en anglais avec traduction française. Donc, dimanche soir. Alors, merci d'être venu ce soir, puis au plaisir de se revoir à la prochaine peur.